le regard caméra. Et il faut savoir une chose, c'est que quand on est filmé dans une scène, forcément, ça fait partie de la technique du cinéma. Bah, tu sais que au théâtre, on amplifie les gestes et tout ça parce que le spectateur a une vision d'ensemble sur le, sur la scène. Et alors, il faut vraiment attirer l'attention. Et souvent, la mise en scène, peu de gens le savent, ça, mais la mise en scène est faite de telle manière à ce que quand le rôle principal s'exprime et, et joue sa grande scène, la grande scène du rôle d'un moment clé d'une pièce de théâtre, eh bien, la mise en scène est calibrée de telle manière à ce que tous les regards des spectateurs se pointent sur lui, parce que à ce moment-là de l'histoire, c'est lui qu'il faut regarder, c'est lui qu'il faut voir. C'est-à-dire, on manipule un peu le spectateur de telle manière à ce que leurs yeux, qui sont les caméras du théâtre, hein, les seules caméras disponibles, c'est-à-dire l'œil humain, eh bien, regardent en direction du rôle principal. Et voilà, et toute la mise en scène est basée là-dessus. Parce que au théâtre, eh bien, on peut décider de regarder le second rôle, même le figurant derrière si on veut, tandis qu'au cinéma, la manière dont l'attention qu'on porte à un personnage plutôt qu'un autre est dictée par le découpage technique, en gros, le choix des plans et qui on filme. Voilà, à tel moment, le réalisateur décide de s'attarder sur ce visage-là à ce moment-là parce que il va avoir une émotion, quelque chose qui va sortir, et il tient à ce que toute l'attention des spectateurs au cinéma en voyant le film, eh bien, se porte à ce moment-là sur le personnage. Alors, comment on exécute des scènes comme ça? Eh bien, il faut savoir qu'il y a plusieurs tailles de plans. Plan américain, plan italien, plan poitrine, plan taille, plan moyen, plan d'ensemble, gros plan. Alors, dans les cas où on est sur un gros plan, eh bien, c'est pour ça que le regard caméra est très important, hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, moins vous en faites et mieux c'est. C'est-à-dire dans un moment de silence, par exemple, où il n'y a pas forcément du texte, où il ne faut pas nécessairement parler, à la limite, sur un gros plan, moi je dirais que s'il y a du texte, on peut même se permettre de chuchoter, parce qu'un gros plan sur une bouche, par exemple, si tu ouvres la bouche naturellement quand tu parles en temps normal, sur un gros plan, ben, en salle de cinéma, c'est tu vois, la taille du plan, qui fait 3 mètres sur 4 et tout, tu vois, euh, eh bien, ça va être énorme. Le spectateur, ça va le faire sursauter. Donc, quand on est filmé en gros plan, on voit tout. La caméra, elle voit tout. Elle voit aussi les moments où un personnage ne dit rien, mais pense beaucoup. Il pense une émotion, il pense quelque chose, et ce qu'elle va capter, la caméra, alors à ce moment-là, c'est plutôt l'intensité du regard. Est-ce que c'est un regard plutôt triste, suspicieux, joyeux, heureux ou en colère, une sorte de colère contenue comme ça. Et, euh, et la caméra, elle va être sensible à ça. Et donc, plus on est filmé de très près, et moins il faut en faire. Parce qu'un battement de cils comme ça, tu vois, si je cligne des yeux sur grand écran, bah, c'est énorme, un peu comme l'exemple de la bouche tout à l'heure, c'est énorme. Ça fait vibrer le spectateur dans la salle. Donc, les gros plans, comme ils sont faits pour aller chercher des micro-expressions, les micro-expressions, c'est des expressions comme ça du visage qui sont souvent inconscients, ne sont pas nécessairement maîtrisés. Alors, le but de l'acteur ou de l'actrice, du coup, c'est d'être au courant de ça, de connaître ça, de savoir qu'il y a ce genre de choses, mais du coup, de le maîtriser. Et de maîtriser les petites choses, éventuellement les petites tension au niveau des lèvres et tout, quand on est énervé, mais vraiment très léger, très léger. Sur un plan beaucoup plus large, on ne le verrait pas, mais sur un plan très serré comme ça, c'est suffisant d'être un peu en regard caméra et d'être voilà, un peu énervé, mais intérieurement, tu vois. Euh,
Et ça, c'est bien d'en tenir compte. Donc, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Le montage va donner du sens au plan que vous tournez, qu'il y ait du texte ou pas. Mais surtout dans les cas où il n'y a pas de texte. Euh, c'est ce qu'on appelle l'effet Kuleshov. L'effet Kuleshov, c'est normalement tous les monteurs sont au courant de cet effet-là. C'est que un plan associé à un autre donne du sens. Alfred Hitchcock a une belle métaphore, une belle explication pour faire comprendre l'effet Kuleshov. Si tu tapes effet Kuleshov, interview sur YouTube, hein, Alfred Hitchcock, il y a une interview où il explique, avec image à l'appui, hein, euh, comment on peut faire passer un personnage très positif dans une première version de montage et dans une deuxième version de montage, le rendre carrément antipathique, voire même inquiétant, un peu prédateur. Fais la recherche une fois sur YouTube. Je te laisse regarder l'exemple qu'il donne. C'est assez flagrant, c'est énorme. Et c'est vrai que ça fonctionne. C'est-à-dire que si je mets un... Même, il faut pas en faire des tonnes. Parce que face caméra, même en regardant la caméra de manière neutre, et que le plan suivant, c'est un gâteau d'anniversaire ou quelque chose de très appétissant, ou alors une glace ou quelque chose, tout le monde va penser que, ah tiens, il veut une glace. Alors qu'en réalité, le gars, il regardait la caméra simplement, euh, de manière pensive, mais avec une expression plutôt neutre. Moins on en fait, et plus ça fonctionne. Pourquoi? Parce que le spectateur, quand il voit quelque chose qui n'est pas formulé, qui n'est pas exprimé verbalement, du coup, il regarde le, l'expression du visage de l'acteur ou de l'actrice, il voit à quel plan il est associé, et d'office, ils vont en conclure que c'est pour telle ou telle raison, etc. Donc ça donne du sens, mais mieux que ça donne une bulle pensée, ce qu'on appelle une bulle pensée dans la BD, par exemple, hein, c'est hein, le petit truc avec les trois petits ronds, Ouais. avec ouais, il pense ceci, cela, ou alors il se fiche de moi, ou alors une phrase comme ça. Euh, une bulle pensée. Et donc, du coup, c'est de l'ordre du ressenti. C'est-à-dire, c'est pas expliqué, c'est pas une information qui est reçue par le cerveau, tu vois, de manière intellectuelle et consciente, mais c'est plutôt inconscient. Tout ce qui est ressenti est de manière inconsciente. Et toi, dans ton acting, justement, dans ces moments où tu es au bord des larmes presque tout à fait, mais pas encore tout à fait, à pleurnicher, mais vraiment de manière caricaturale, si tu le faisais, ça aurait un effet comique et non pas un effet dramatique. Le fait que tu te retiens, tout le monde se dirait, sans parler, sans rien, juste en ressentant les choses, eh bien tout le monde se dirait, attends, elle va se mettre à pleurer ou quoi? Voilà. Et quand on est comme ça en train de se dire, oh là, à un moment donné, elle va craquer, elle est au bord des larmes et tout, elle est très... c'est quelque chose que l'on comprend, mais de l'intérieur. Tu vois, c'est du ressenti. Moins on explique les choses, et plus on laisse le spectateur libre d'interpréter ce qu'il voit. D'accord? Et ça, c'est puissant. Les gens comme De Niro, par exemple, ils en font très peu face à la caméra. Et plus ils sont filmés gros plan comme ça, et moins ils en font. Ils font juste un regard. Mais il faut que les spectateurs ressentent aussi, eux, l'émotion. Oui, eh bien, c'est le montage qui aide ça. Si eux, ils ressentent ça, parce qu'ils se disent, moi, à sa place, je serais déjà en train de chialer et tout, mais lui, il arrive encore à se contenir. Chapeau le mec. Et là, on est totalement avec lui. On est, ça donne un personnage qui touche le public, et donc ça donne un personnage touchant. Parce que le spectateur ressent quelque chose que lui, franchement, dans la même circonstance, eh bien, il craquerait complètement. Mais lui, il arrive encore à se maîtriser. Ah putain, quelle force de caractère, le mec et tout. Alors qu'en réalité, l'acteur en fait très peu. Et De Niro, il y a des interviews très intéressantes à son sujet sur YouTube où il explique que moins vous en faites et plus vous en dites. Ça paraît très paradoxal parce que au théâtre, on apprend avant tout.
l'art de la parole, c'est-à-dire on travaille sur le texte, et non pas tellement sur les émotions, sur le ressenti, mais c'est une démarche que De Niro a faite. Pourquoi? Parce qu'il y a l'acteur studio derrière, il y a la formation derrière de l'acteur studio, et tout ce qui est de l'ordre de la pensée et du ressenti. On peut travailler un texte sur base de l'émotion. C'est comme le monologue, tu vois, Rocky Balboa que tu as fait. Eh bien, il y a toute une évolution d'émotion du personnage et tout ça. Et en plus de te dire, tiens, qu'est-ce que je dis à ce moment-là, etc., de quoi je parle, ce qui est intéressant de se dire tout en disant le texte, tiens, qu'est-ce que lui ressent à ce moment-là? Et il y a une évolution au niveau du ressenti, une évolution au niveau des émotions, que tu peux jouer de l'intérieur à chaque fois aussi. Tu vois? Ça ne concerne pas uniquement les moments où on ne dit rien, mais ça concerne aussi les moments où on dit des choses. Parce qu'un acteur qui, quand il parle, donc il a son dialogue, etc., il le dit bien, il incarne, il est dedans, et il pense quelque chose aussi derrière, et que dans les moments où il est en silence et qu'il est en écoute, ce qu'on appelle en écoute active de l'autre partenaire qui, lui, se met à parler, eh bien, il reste dans son personnage. Il reste dans son personnage et du coup, quand il le regarde, il pense. Il pense forcément. Et l'autre qui réagit à ce qu'il a dit, eh bien, l'autre, il écoute, il réagit et on sent que soit ce que l'autre lui dit, bah, ça l'énerve, ça le fait sourire, ça l'agace, enfin, voilà. Un personnage ou un acteur qui pense devant une caméra, il est plus impactant, il a plus de présence, il a plus de charisme. Je sais pas si tu as déjà vu L'Emmerdeur, mais le premier L'Emmerdeur de Francis Weber, mais avec Jacques Brel et Lino Ventura. Lino Ventura, vis-à-vis de Jacques Brel, il a des moments de silence, de regard où c'est à tomber par terre. C'est drôle, parce qu'il est face à quelqu'un qui passe son temps à vouloir se suicider, mais il n'y arrive pas. D'accord? Et il est tout le temps en train de bassiner l'autre, qui est un tueur à gages, qui est quelqu'un de super sérieux. Tu vois, Lino Ventura, voilà, il a du coffre, il a un physique hein, imposant. Il a des moments de silence formidables, qui est en interaction avec le bavardage de l'autre, Jacques Brel, là, qui est tout le temps là. C'est un peu c'est un peu l'Auguste Jacques Brel. Et le clown blanc dans cette histoire-là, c'est Lino Ventura. Tu vois, donc les archétypes de personnages reviennent toujours dans les duos comiques. Et ça fonctionne toujours parce que c'est efficace. Et ça remonte à l'histoire du théâtre, à l'histoire du cinéma, ça remonte à très loin. Ça remonte à Laurel et Hardy, ce schéma-là. Tu vois, un truc comme ça. Le gros d'un côté et puis le tout mince à côté. Voilà. Le gars qui est sérieux et le gars qui fait des bêtises. Et l'interaction entre les deux, c'est là que ça devient drôle, ça devient comique. Mais tu vois, Lino Ventura, dans beaucoup de rôles d'ailleurs, il a des moments de silence, pas nécessairement dans ce film-là, dans la comédie et tout, mais même dans des rôles plus dramatiques, où il faisait des rôles de commissaire ou de police ou d'enquêteur, des choses comme ça. Il avait un regard qui était habité. Pourquoi? Parce qu'il pensait. Il donnait à lire ses pensées aux spectateurs et ça le rendait charismatique, présent. C'est pour ça quand il a fait ses premiers essais avec non, Jean Gabin, quand il a commencé, il n'avait jamais fait de cinéma ni rien, mais il avait une telle présence, un tel charisme, parce que justement, il avait des silences mémorables. Eh bien, il a crevé l'écran tout de suite, quoi. Et il a impressionné Jean Gabin très rapidement, tu vois. Donc, dans une scène, ce qui fait qu'un acteur est touchant, c'est pas tellement ses prises de parole, c'est pas le moment où il parle dans le texte et tout, mais les moments de silence qu'il met dans le texte. Tu vois, le monologue Rocky Balboa, par exemple, si je le fais trop vite, ça va rien donner. Tu vois? Oui. Ouais. Tu me croiras peut-être pas, mais tu as tenu de cette main-là. Et chaque jour, je disais à ta mère, tu vois, ce gamin-là, il sera le meilleur du monde. Je commence à enchaîner, enchaîner. Ça donne rien. Tandis que si on laisse le temps de respirer, de marquer des pauses et d'enchaîner les idées, de laisser le temps au texte de filer, là, ça devient intéressant. Quand il y a un équilibre entre les moments de silence et le texte, c'est super. Ça devient magique. Mais du coup, euh, en gros, c'est quand on en fait trop, ça devient comique.
Par exemple, si on regarde Louis de Funès, il exagérait, lui, dans ses films. Oui, mais il était toujours sincère dans ce qu'il jouait. Et c'est la sincérité qui fait que bah, on y croyait, ça restait juste, malgré que c'était exagéré, tu vois. On est avec lui parce qu'il avait des colères sincères, très premier degré, très éclaté et tout ça, tu vois. Mais c'est vrai que le comique est souvent lié au fait d'être hystérique, tu vois. Hein, Dans- quand il s'énerve, il tape du pied. Enfin, c'est drôle la façon dont il s'énerve. Bah, tu sais, c'est carrément des colères cartoonesques. C'est le genre de truc que tu vois dans les dessins animés, des réactions Oui. comme ça, tu vois. Euh, il y a même des films comiques qui ont été... le jeu des comédiens était comparé à du Tex Avery. Par exemple, tu regardes Maman, j'ai raté l'avion. Les deux méchants et tout ça, ils sont cartoonesques à crever parce qu'ils tombent, ils font des bêtises, ils se ramassent des trucs dans la figure. C'est Will Coyote et l'autre, là, le Bip Bip, là, tu vois, qui se ramasse tout le temps des trucs. Il tend des pièges à l'autre, mais il se prend dans ses propres pièges. Ça peut C'est Tom et Jerry, c'est pareil. Tom et Jerry, tout ça, enfin tout. L'univers cartoonesque, ouais, l'univers dessin animé, ouais, carrément. Et plus c'est exagéré, plus c'est drôle alors à ce moment-là. Mais alors, à ce moment-là, c'est voulu, c'est maîtrisé. Mais il faut le savoir, ça. Quand on est conscient de ça, on peut dire, OK, moi je vais le jouer plus cartoonesque, etc. et tout, parce que ça peut donner un élément comique à la scène. Mais tu vois, tu peux t'exercer à ça. Faire une version monologue Rocky Balboa où tu vas exagérer les trucs, où ce sera drôle tellement que c'est exagéré. À contrario, avec les premières versions que tu as faites, que c'était très juste et très touchant, parce que tu avais des moments de silence, des moments où c'était maîtrisé, et tu donnais, comme Lino Ventura faisait dans ses rôles, bah, tu donnais de quoi lire, lire tes pensées et ce qui se passe derrière le regard. Et ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. C'est vraiment très fort, quoi. Voilà. Donc, il y a le montage qui aide. Et il y a la manière dont on est filmé. Voilà, gros plan, plan moyen. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte parce que c'est ça qui va influencer le jeu. Par exemple, si vous êtes filmé de loin et en plan super large, vous êtes tout petit à l'écran comme ça dans le paysage, vous pouvez vous permettre d'en faire un peu plus, quoi. Tu vois? Par exemple. Parce que de toute façon, c'est pas la même chose qu'un gros plan ou qu'un plan où on est plus serré, où justement il vaut mieux en faire moins. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair ce que je Oui. dis? D'un côté, en faire trop, en faire moins, tenir compte de la manière dont on est filmé. Mais attention, petit bémol à ça, et ça, je rejoins un petit peu une idée que Christian Clavier disait dans une interview, c'est que c'est bien de savoir comment on est filmé, mais après, au moment où on le joue, la scène, il faut l'oublier, ça. Il faut oublier la caméra. Parce qu'il n'y a rien de pire que les acteurs qui jouent en se regardant jouer. D'accord? C'est-à-dire que quand on joue, on est le personnage, on est dans la situation, on vit la situation. Et là, qu'on soit filmé de profil, de face, etc., on s'en fout, mais on y va, quoi. Bah, Euh, quand on commence, c'est compliqué d'oublier la caméra. Quand on commence, c'est compliqué d'oublier la caméra, mais au fur et à mesure, tu verras, c'est très amusant, c'est que ça devient un allié. Voilà, tu sais qu'elle est là, tout ça, et que c'est pas ton ennemi. Par contre, elle te fera pas de cadeau. Si tu lui envoies quelque chose de bidon, elle va restituer du bidon. Elle va tout capter. Le moindre truc qui sonne faux et tout, elle va le capter. Donc, c'est mieux d'être dans le rôle et dans la situation au moment où tu tournes la scène et malgré tout ce que je te dis là, que c'est bien de savoir comment on est filmé, etc., mais c'est d'oublier que on est devant une caméra et que c'est du cinéma, etc., et surtout de concentrer sur la scène que tu as à jouer. C'est un équilibre entre ce que je t'ai dit et puis oublier ce que je t'ai dit. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, forcément, en gros plan, on commence pas. Si tu te mets à bailler, tu vois. Juste un tout petit peu comme ça, tu vois. Parce que si tu fais tout le public va voir tes amygdales, tu vois. Donc voilà. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut savoir comment on est filmé pour voir jusqu'où on peut aller. Et dans les moments où il n'y a pas de texte, on peut se permettre de penser.
Tu vois, tu pourras faire j'allais vous proposer d'ailleurs un exercice pour la semaine prochaine, pas pour diffuser au prochain coaching collectif, mais cette semaine-ci, par exemple, c'est de me faire un face caméra comme ça, où tu es filmé, on te voit assez bien, hein, tu ne te prends pas de trop loin non plus, il faut qu'on voit ton visage, et un regard caméra avec, tu peux le noter ça d'ailleurs, avec un regard triste, suspicieux, donc une vidéo comme ça, hein, une vidéo différente à chaque fois, et alors une en colère, tu vois, rentrer, pour voir la différence entre les trois expressions, et il y aura forcément des différences, mais sans rien dire, sans rien, comme ça on n'a pas, on se base pas sur le texte ni sur ce que tu dis pour, comme béquille, quoi. On, et ça doit durer juste 7 secondes, la vidéo, comme ça, pendant 7 secondes, où au lieu de t'écouter parler, on va t'écouter penser. On va surtout regarder ton expression et se dire, ah tiens, là c'est la tristesse. Ah tiens, là c'est un regard un peu soupçonneux, suspicion. Si je te donne un peu ma version du truc, ça peut être suspicion, ça peut être, tu vois, joyeux, ça peut être, tu vois, et triste, ça peut être, tu vois, et pendant 7 secondes, tu dis rien, tu laisses le temps au spectateur de ressentir les choses, d'être avec toi. Et quand on veut faire ressentir quelque chose au spectateur, il faut sculpter le temps. Il faut laisser s'écouler le temps gentiment pour qu'il ait le temps de se dire, ah tiens, elle pense à ça. Ou alors, je sens qu'elle est triste. Ou alors, ah, c'est bizarre, elle a les yeux qui brillent et tout. Putain, elle va se mettre à pleurer et tout. Enfin, tu vois, avoir des sensations comme ça où il se dit, oh, mais dans 5 minutes, elle va se mettre à chialer et tout. Voilà. Euh, mais quand on le dit de manière suggérée comme ça, c'est plus fort. N'oublie pas que Les Dents de la Mer a fonctionné surtout parce qu'on ne voyait pas le requin. D'accord? Donc, ça veut dire que suggérer, et ça c'est une phrase que Alfred Hitchcock avait sortie dans une interview, suggérer est plus fort que de montrer. Tu veux montrer la tristesse? Commence pas à chialer, à pleurer avec des grosses larmes et tout, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est faire naître cette émotion-là chez le spectateur. Et ça aide. Ça aide à ce qu'il s'identifie à ton personnage. Et ça aide aussi à ce qu'il rentre dans le film. Et c'est ça qu'on veut, que le spectateur rentre dans le film et rentre dans l'histoire. Le boulot de l'acteur et de l'actrice, c'est quoi? C'est d'amener, justement, de tout faire avec ses compétences d'interprète pour amener le spectateur à rentrer dans l'histoire. Parce que quand il reste comme ça avec du recul des choses, eh bien, il rentre pas dedans, il n'est pas dans l'effet du suspense, l'effet du drame, si c'est un drame, ou alors, s'il prend du recul et qu'il voit les choses de manière distante, là, il risque à un moment donné de rigoler. Et tu vas dire, mais pourquoi il rigole? J'ai pas du tout joué ça comme ça. J'ai pas ressenti ça comme ça. Ben, c'est pourtant ce que tu as donné, parce qu'à un moment donné, tu les as laissés à distance du film, parce que tu as dit, tu as sorti peut-être une expression un peu décalée, etc., qui est un peu antinomique par rapport au contexte, à la situation, etc. Plus c'est décalé, et plus ça fait rire. Donc il faut se méfier des décalages. Ça, c'est une notion qui est très bien expliquée dans le livre d'Yves Lavandier, hein, La dramaturgie où il explique bah, les comédies, comment ça fonctionne, les scènes, qu'est-ce qui fait qu'une scène est drôle. La différence, c'est que le spectateur est en retrait comme ça et témoin du truc et voit les soucis du personnage sans être impliqué émotionnellement. Donc du coup, comme il a de la distance, ben, il se dit, ben, il est complètement fou celui-là, il est obsédé par sa bagnole et tout, alors que tu sais, dans les comédies, par exemple, il y a des personnages qui ont des obsessions idiotes, tu vois. Mais plus c'est idiot et exagéré, plus c'est irrésistible. Ça, c'est de la comédie. Mais si la même scène, elle est jouée avec plus de finesse, qui fait que le spectateur n'a plus ce décalage-là, ni cette distance, et qui s'implique comme le personnage, il s'identifie totalement à lui, il partage même cette souffrance, cette situation avec lui, c'est un exemple là que je donne, hein, ben là, il va plus en rire parce qu'il est impliqué dedans émotionnellement, il est avec toi. Tu vois la différence? C'est ça en fait. C'est ça la différence.
C'est une question de participation du spectateur à l'histoire, au film qu'on lui montre. L'ombre et la lumière. Pourquoi il y a des gens qui me disent, oh, je préfère l'ombre et la lumière que Jolie Julie? Parce que Jolie Julie est plus factuel, dialogué, et donc mis en scène avec, en tenant compte du texte, etc., et de tous les messages que je veux faire passer. Mais l'ombre et la lumière, comme il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, ils ont pas de, le spectateur n'a pas de repère pour savoir les choses. La seule chose qu'il a, c'est l'image, le son et la musique, et les bruitages et tout ça. Du coup, pour comprendre des choses, il y a l'effet Kuleshov qui rentre en ligne de compte. Du coup, il y a les plans qui s'enchaînent et qui donnent du sens aux différents plans qu'ils voient. Et ils se disent, OK, bah, cette femme, elle a un jogging, etc. et tout, elle fait un jogging et elle a ça, elle a ça. Ils s'imaginent même des choses. Ils sont même les premiers à se dire, tiens, bah, pour moi, elle serait mariée, etc. et tout, alors que c'est même pas montré dans le film. Mais c'est eux qui commencent à participer au film et à se dire, ah, bah, tiens, moi, je trouve que, voilà, la fin, par exemple, il y a des gens qui vont me l'interpréter de différentes manières. Ça, c'est amusant. D'accord? Mais c'est fait exprès aussi. C'est une façon de laisser le spectateur participer au récit, à l'histoire. C'est-à-dire, je donne quelque chose à lire et eux, ils en font une interprétation qui leur est propre. Ils s'accaparent le film et ils se font un petit peu. Moi, j'ai fait peut-être 80% du chemin et ils font les 20 autres pourcents pour compléter le film. C'est-à-dire que je n'explique pas tout, mais dans les trucs que j'explique pas, eh bien, eux, ils vont se faire leurs propres idées, ils vont se, oui, ils vont compléter le film par leur créativité à eux. Et les spectateurs sont souvent créatifs. Donc c'est pour ça. Plus c'est abstrait et moins on en fait, et parfois ça peut être plus efficace. Ok, alors du coup, est-ce que tu as des questions? Non, parce que j'ai compris. Voilà. Et du coup, et toi, par rapport à l'ombre et la lumière, tu sens la différence entre l'ombre et la lumière et Jolie Julie et tout? Ouais, Bah oui, oui. Oui. Et j'ai regardé les deux, c'est sûr qu'avec l'ombre et la lumière, on s'imagine les choses. ouais, c'est ça. Et quand tu invites le spectateur à imaginer, à créer mentalement une, une- une continuité ou des explications que lui va imaginer parce que tu ne donnes pas ça, eh bien, c'est exactement la même chose qu'un acteur qui ne dit rien, qui donne juste une expression de visage. Et après, c'est au spectateur de se faire un petit peu son opinion sur ce qu'il ressent, etc. Et plus tu vas faire preuve de maîtrise de ton métier d'actrice, et plus tu vas pouvoir l'orienter à faire en sorte qu'il ressente tel ou tel truc et tout. Tu vas savoir à l'avance ce qu'il va pouvoir ressentir, et tu vas décider que à ce moment-là, il va ressentir ça parce que tu l'auras décidé, parce que tu es au courant de, ben, moi, on en fait mieux c'est, plus on suggère les choses et mieux c'est. Et voilà, faut tenir compte de ça. C'est vraiment un travail d'équilibriste presque. Tu vois? Bah, dans les films muets comme ça, c'est Charlie Chaplin, il était fort pour ça. Oui, oui, c'est de la pantomime. Mais comme disait De Funès, ceux qui ont vécu à l'époque du muet, ils avaient beaucoup de chance et tout, parce que ils n'avaient que l'image pour s'exprimer, pour faire passer soit un effet comique, ou en tout cas de faire comprendre le sens d'une scène. Mais encore une fois, et même chez Chaplin, le montage aide énormément aussi. Ça fait partie du fait que tout le film a du sens et tout, parce que le montage aide à ça. Un montage, hein, une scène bien montée et tout dans une comédie peut faire rire, alors qu'un plan qui est monté un petit peu trop tard, le même gag ne passe pas. Mais si on décide je sais pas dans quelles circonstances et tout, mais il y a des cas de figure où si si tu mets le plan plus tôt, la chute de la blague plus tôt, ah ben là, ça fonctionne. Parce qu'il y a une question de rythme, il y a une question que ça doit tomber pile au bon moment. La comédie, c'est réglé comme du papier à musique, hein, donc voilà. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet-là, le regard caméra. Et s'il y a une chose à bien retenir, c'est que moins on en fait, mieux ça vaut. C'est plus fort de suggérer que de montrer. Les colères maîtrisées, rentrées et pas exprimées de manière exagérée, comme on peut voir dans les comédies, etc.
Eh bien, c'est très efficace, surtout dans une histoire qui est plutôt dramatique, où on a envie d'émouvoir le public, le spectateur, lui faire ressentir des émotions. C'est comme ça que tu vas pouvoir lui faire ressentir des choses. Voilà. Eh bien, écoute, Eva, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci à toi. À bientôt, hein. Ouais, à Salut. bientôt. Ciao. Salut.